Non, moi, je trouve ça honnêtement scandaleux. On va reprendre ce milieu d'interview là et le balancer placardé partout. Salut, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, on parle sport, sexe et périnée parce que l'on reçoit la gynécologue obstétricienne Odile Bagot qui a 30 ans d'expérience dans le métier quand même. Oui, absolument. C'est pas rien. Et qui est aussi chargée de cours en sexologie à l'université de Strasbourg. C'est toi qui formes les médecins à la sexologie. Les médecins ne sont pas systématiquement formés à la sexologie, c'est quand même dommage. Il faut qu'ils fassent la demande, qu'ils fassent un diplôme. Mais les sages-femmes, je les forme effectivement depuis très très longtemps. D'accord, ok. Donc on va parler aujourd'hui du plancher pelvien, du périnée, pour le sport bien sûr, mais aussi pour la vie sexuelle. Alors déjà, comment est-ce que là, tout de suite maintenant, devant des dizaines de milliers de viewers sur YouTube, est-ce qu'on peut contracter son périnée et être sûr qu'on fait la bonne contraction? Alors, on peut contracter son périnée, là, toutes les deux, sans rien dire à personne, sans qu'on voit rien du tout, de trois manières. On peut faire déjà des contractions qu'on va dire cloniques, c'est-à-dire qu'on serre tout très fort, comme pour se retenir pour un gaz ou pour une envie de faire pipi. Donc ça, c'est... Donc on se retient. On se retient, on serre, on relâche, on serre, on relâche. Maintenant, on peut faire aussi une contraction tonique, c'est-à-dire qu'on va serrer très très fort le plus longtemps possible, Attention, bien penser qu'il faut monter là, moi aussi. Et en même temps, on le remonte, c'est comme si on aspirait son périnée. Okay. Ça, c'est vraiment important. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est se concentrer sur son périnée, sentir qu'on va le rapprocher petit à petit, sans forcément y mettre la force. Et là aussi, l'aspirer vers le haut. Vraiment sentir ce mouvement du périnée. Et forcément, les abdominaux vont jouer aussi. Ouais, et on se redresse un peu. On se redresse parce qu'on fait remonter notre plancher pelvien. D'accord. Bon, je pense que tout le monde l'a fait là discrètement, dans le métro, dans le bus, dans sa voiture. Donc finalement, c'est assez simple en fait de le contracter. C'est assez simple, mais il faut savoir que tout le monde n'a pas la commande. C'est ça qui est intéressant. Parce que parfois, il y a des femmes, quand je les examine, disons la visite postnatale, je mets deux doigts parce que ça se teste comme ça et je dis serré. Il ne se passe rien. Donc, quand on n'a pas la sensation qu'on arrive à serrer ou desserrer, peut-être que ça vaut le coup d'aller demander à un professionnel de santé. Donc ça veut dire quoi? Que le cerveau ne sait pas faire le trajet vers la commande comme un muscle qu'on pourrait contracter. Exactement. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. Et c'est pas très fréquent. C'est pas très fréquent. Et c'est la grossesse qui a empêché cette commande ou elles l'ont jamais eu? C'est des femmes qui n'ont jamais eu cette commande. D'accord. Et ça, il n'y a qu'un professionnel qui peut dire si effectivement ça fonctionne ou pas. D'accord, très bien. Donc en gros, on a compris où est-ce qu'il se situait, en bas. Ouais, c'est notre fondement, on va dire. Je trouve que c'est un bon terme, c'est un fondement, c'est nos fondations. C'est ce qui nous soutient. Hein. Okay. C'est vraiment ce qui nous soutient dans notre posture, mais aussi qui retient tout ce qu'on a au-dessus. Donc ce sont des muscles qui nous soutiennent. Oui, alors c'est des muscles. Il faut imaginer une espèce de hamac. Donc, tu vois, devant, tu as le pubis, la symphyse pubienne, derrière, tu as le sacrum. Et bien, ce hamac de muscles qui est double, de chaque côté, il va passer donc du sacrum au pubis et il va être traversé, parce que périnée, ça veut dire traversé. Et il est traversé par la fin des trois grands systèmes, digestif, génital et urinaire. Donc, à l'arrière, tu auras traversé par l'anus, au milieu par le vagin et devant par l'urètre, donc où vous s'écoulez des urines. D'accord. Et les hommes aussi ont un périnée? Ils ont un périnée. C'est le même? C'est le même. Bon, ils ont un orifice de moins, ça c'est pas un scoop, mais ils ont effectivement un périnée pour soutenir tout ce qu'il y a au-dessus. D'accord. Et à quoi est-ce que ça sert? Donc, ça nous soutient, ok, mais finalement, à quoi est-ce que ça sert? Ça soutient quoi? Ça soutient les organes, ça soutient le vagin, ça soutient quoi? Alors, déjà, ça participe à notre posture. Quand on a une bonne posture, on a aussi le périnée qui se positionne. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, ce périnée, il va retenir tout ce qu'il y a dans la cavité abdominale, donc les intestins, la vessie, mais il n'y a rien d'autre pour retenir, il n'y a que le périnée. Ah oui, en bas, il n'y a que ça. Alors, bien sûr, l'utérus, il n'est pas tout seul comme ça, libre dans le pelvis. Il est accroché à la colonne avec des ligaments, lombo-ovariens, etc. L'intestin, il est aussi dans une enveloppe dans le péritoine, mais tout ça, ça a une pression et ça aura une raison d'être. Donc le périnée permet de soutenir tout ça, sinon quand il s'affaisse, ça va descendre un peu entre les jambes. Et surtout, il vient suppléer et renforcer les différents sphincters. C'est vrai que l'anus et la vessie se ferment automatiquement par des sphincters. Mais si ces sphincters sont déficients, le périnée va participer à ça.
idem pour le vagin. Le vagin, il ne se ferme pas tout seul, mais sa tonicité, en tout cas l'entrée du vagin, eh bien, elle est liée au périnée. Il n'y a que le périnée qui fasse ça. D'accord. Donc, à quoi ça sert en termes de sexologie? Parce que donc là, on a bien compris la posture, retenir les organes, mais en sexo, ça sert à quoi? Alors, en sexologie, on ne va pas dire que c'est le premier organe de la sexologie et du plaisir. Hein. Okay. Mais il est important déjà pour une femme d'avoir une bonne estime de son corps de manière générale, mais aussi de ses organes génitaux et de son périnée. Et une femme qui, par exemple, après un accouchement, ne se reconnaît plus. Elle se dit, je ne suis plus en bas comme j'étais, j'ai plus les mêmes sensations, eh bien, elle va rencontrer une difficulté dans sa vie sexuelle, déjà, parce qu'elle se sentira peut-être moins désirable, et puis on sait bien que pour avoir du désir, il faut se sentir désirable. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, concernant les sensations à proprement parler, il est vrai qu'un périnée qui est relâché, eh bien, on sentira peut-être un petit peu moins la pénétration. Et c'est complexe, hein, le plaisir. La sensation de la pénétration, ça participe au bien-être et ça participe aussi aux différents éléments qui peuvent déclencher l'orgasme. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Le périnée n'est pas l'organe du plaisir. Hein. C'est essentiellement le clitoris. Ça, ce n'est pas un scoop non plus. Hein. Mais ça fait partie de l'équipement complet, on va dire, pour avoir les sensations maximales. D'accord. Et pour les hommes aussi ? Alors, le périnée pour les hommes, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment sensibles à ça. C'est quand même un peu plus externe, leur appareil, que le nôtre. Ok, très bien. Bon, j'entends et je comprends. D'accord, donc on a compris la fonction du périnée. Et alors, on parle toujours de relâchement du périnée ou de faire attention à prévenir voilà, le relâchement du périnée. Pourquoi est-ce qu'il peut se relâcher? En fait, donc, les grossesses, les accouchements, il y a d'autres... Oui, alors, le périnée, c'est comme le fond d'un sac. En haut, on a notre diaphragme, les parois abdominales et le fond du sac. Et tout ce qui va appuyer sur ce fond de sac, ça va l'étirer, tout simplement. Donc, effectivement, les grossesses, les accouchements, les gros bébés, ça, c'est sûr que c'est... Les accouchements par voie basse? Les accouchements par voie basse. Par césarienne, il y a quand même le poids de la grossesse, mais beaucoup moins. Ouais. Et c'est à partir de 3 accouchements, on commence vraiment à avoir des soucis de périnée, possible. Mais c'est surtout le passage d'un gros bébé. Donc là, il y a une sacrée prévention à faire par rapport au diabète gestationnel, à ne pas dépasser 3,5 kg, 3,8 kg pour un bébé. Donc, accouchement, c'est vraiment important. Ensuite, il y a l'âge. Qu'on le veuille ou non, avec l'âge, les muscles se relâchent. Et surtout, on a ce qu'on appelle cette fameuse sarcopénie, c'est-à-dire qu'on perd du muscle. On perd du muscle avec l'âge, même en restant sportive. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire de sport, il faut continuer à en faire. On en perdra moins, mais on perd du muscle. La ménopause aussi, ça va jouer parce que les œstrogènes ont un effet dit trophique, c'est-à-dire que ça va bien entretenir notre périnée. Et maintenant... Et tous les muscles. Tous les muscles, de manière générale. Et il suffit d'imaginer maintenant tout ce qui va augmenter la pression dans l'abdomen. La constipation, quand on va pousser, la toux chronique, le surpoids. Si les intestins sont entourés de graisse, c'est plus lourd, ça appuie. Et puis, toutes les activités où on n'aura pas appris, comme on dit, à verrouiller son périnée, quand on va soulever ses packs d'eau, quand on va faire certains sports. Porter ses enfants. Porter ses enfants, ou faire des abdominaux à mauvais escient. Donc, juste se dire, qu'est-ce qui fait que la pression va augmenter là-dessus? Et tous ces excès de pression quotidiens vont altérer à ce moment-là la musculature du périnée, il va se relâcher. D'accord. Et donc si on n'a pas eu de grossesse, si on n'a pas eu d'enfant, on peut quand même être concerné par un périnée relâché. Eh bien oui, parce qu'on va vieillir comme tout le monde. Et même avant, ou bien finalement, voilà, si on n'a pas eu d'enfant, ça va nous concerner quand même plus tard. Alors très honnêtement, des périnées où objectivement il y a une insuffisance du périnée, il est vraiment relâché chez une femme qui n'a pas eu d'enfant avant 30 ans, on ne trouve pas, c'est rare. Ce n'est pas une raison pour ne pas s'en occuper, mais c'est quand même très rare. C'est vraiment après les grossesses et après 40 ans. D'accord, ok, très bien. Oui, donc finalement, faire une éducation du périnée avant une grossesse, c'est pas vraiment utile. Il faut apprendre la prévention. D'accord. Plutôt que de se dire je rééduque préventivement mon périnée, je vais éviter les activités, constipation, etc., qui vont déjà préparer le relâchement du périnée. Et quels sont les signes en fait, qui peuvent nous dire on a un périnée trop faible? Bon, on peut comprendre l'incontinence urinaire, par exemple, quand on éternue, ou par exemple, si on fait de la corde à sauter, là, clairement, on peut très vite le ressentir. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres petits signes avant? Oui, alors, effectivement, ce que tu viens de dire, incontinence urinaire, ou vraiment le prolapsus, c'est-à-dire quand il y a un organe qui sort, ça, c'est déjà une conséquence objective et déjà relativement grave de ce relâchement du périnée. Alors, quels sont les petits signes? On peut déjà avoir la sensation de pesanteur en bas.
l'impression que ça pèse un petit peu. Et puis, parfois, quand on pousse, il y a une petite boule qui sort. Ce n'est pas encore vraiment un prolapsus. Qui sort de l'anus? Qui sort au niveau du vagin. Okay. Au niveau du vagin. Parce que ce qu'il faut comprendre dans ces manifestations, on a la vessie devant, le vagin au milieu, l'anus derrière. Enfin, le rectum plutôt. Et la paroi de la vessie et du vagin en avant sont collées. La paroi du rectum et du vagin en arrière sont collées. C'est une seule paroi. Et quand on a la vessie qui descend, en fait, c'est la paroi avant du vagin, accolée à la vessie, qui va sortir un petit peu. Et ça, parfois même, on peut le voir. Hein. On regarde sur une glace, ou bien quand on se lave, on dit, tiens, il y a un petit truc devant. Hein. Ça peut déjà être un début. Il y a autre chose, parfois après les accouchements, c'est la rétention d'eau dans le vagin, après le bain. Ouais. Donc ça, c'est que c'était relâché, c'était ouvert, et puis quand on sort, tout d'un coup, hop, il y a de l'eau qui sort. Ça aussi, c'est un petit signe qui peut faire penser au relâchement. Au point de vue sexologique, l'impression de moins ressentir, ou si le partenaire dit ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins serré, ce sont des petits prémices possibles. Ouais. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il faut refaire une rééducation ou plutôt entretenir? Comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'on se situe? Je crois que celui qui pourra dire effectivement il y a une insuffisance du périnée, elle est de telle sorte, il faudra faire telle rééducation, c'est quand même le professionnel de santé. Hein. C'est médecin, gynéco, sage-femme, kiné. Hein. Donc là, on teste un périnée. On teste un périnée et on va objectiver, évaluer, même quantifier ce périnée hein, sur un score de 5 qui verra ou confirmer ou infirmer l'impression qu'a la patiente, ou si elle a déjà des petites fuites. Hein. Ça, c'est aussi un signe d'appel, hein. Des petites fuites urinaires. Alors, c'est vrai que... C'est quoi? C'est quand on éternue? Alors, si on éternue de manière complètement inattendue, qu'on n'a pas eu le temps de serrer un peu son périnée, c'est vrai qu'il y a 3 gouttes qui vont partir. Ouais. Mais si dès qu'on fait un peu de corde à sauter, ou on fait un footing, on se rend compte que là, il y a quelques gouttes, il faut absolument consulter, et à ce moment-là, faire la rééducation. Et on peut en refaire plusieurs fois dans sa vie, la rééducation oui. du périnée. Alors là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire que on peut avoir une rééducation, par exemple, avec un professionnel et ensuite faire de l'entretien chez soi. On a maintenant des sondes connectées, des sondes avec l'électrostimulation qui vont permettre d'entretenir ce périnée. On a souvent une bonne amélioration. Et puis, si ça pêche de nouveau, on se refait une série. Ça, c'est pas un souci. Et enfin, on divague un peu, mais moi, je suis concernée parce qu'en fait, au moment du premier confinement, on ne pouvait plus trop aller courir ou faire plein de sport. Donc, je me suis remise à la corde à sauter. Donc pourtant, voilà, moi, coach sportif, formée en pilates, en yoga, à la méthode Bernadette de Gasquet, donc assez consciente du périnée, et après avoir fait 2 rééducations du périnée après mes 2 grossesses, mes premières sessions de corde à sauter, je faisais pas la maline, quoi. Fallait que j'aille faire pipi toutes les 2 minutes, je me sentais pas super sereine. Et du coup, après le premier confinement, j'ai refait une session de 5 séances de rééducation et ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Donc en fait, on peut refaire de la rééducation même après, éloigné de ses grossesses. Absolument, on peut refaire, mais il faut quand même savoir qu'une rééducation du périnée ne viendra que pallier quelque chose. C'est-à-dire qu'une rééducation du périnée n'a jamais fait remonter une vessie. D'accord. Et donc là, on vient de parler des sports comme corde à sauter, footing. Est-ce que le sport est délétère pour le périnée ou est-ce que c'est faire du sport sur un périnée pas assez tonique qui est délétère? Je sais pas si... Oui, je vois bien. Alors, on a les sports, on va dire, statiques, comme soulever une charge, faire de la musculation et ce genre de choses. C'est statique, donc là, si on a bien appris à verrouiller, ou comme on dit, je crois en pilates, engager son périnée, donc le remonter, coller ses abdominaux vers la paroi, l'aspirer, je trouve que l'aspiration, ça correspond bien à ce que je vois. Hein, c'est une bonne image. À ce moment-là, on a pris la précaution de faire comme ça. Ensuite, on sait faire son mouvement. Donc là, si c'est fait, ça ne doit pas l'aggraver. À la limite, au contraire, puisqu'on aura appris à le serrer, notre périnée. Tout ce qui est effectivement des petits sauts, hein, donc forcément, on a notre périnée, puis on a tout ce qui est dedans qui va pousser. Donc ça va aussi quand même l'étirer un petit peu. Donc là, il faut, entre les séances, à mon avis, le muscler, même à titre préventif. D'accord, donc toute seule chez soi, on se refait des petites contractions, ou avec une sonde, ou avec... Voilà, exactement. Et donc les abdominaux, ça c'est vraiment important, hein, parce que chacun veut faire des abdominaux, mais on peut très bien faire des abdominaux à l'envers, où on va pousser sur notre périnée, alors qu'il faut le faire en hypopression. Ouais. Petit détail, je pense là à pousser, à voir avec son professionnel, parce que souvent les femmes ont une inversion de commande.
Donc tout à l'heure, je parlais de celles où il ne se passe rien. Et puis il y en a aussi où je dis serré et elle pousse. Elle pousse, ouais. Elle pousse. Et ça, il n'y a que le professionnel Ouais, qui pourra le dire. Et alors, elles comprennent très bien. Je dis non, c'est pas ça le bon, c'est pas pousser, c'est serrer et remonter. Ouais. Mais là, il n'y a que mes deux doigts qui pourront le dire. Oui, tout à fait. C'est important ça. Et nous, on ne peut pas se tester soi-même avec soi-même ses deux doigts? Alors, on peut, c'est une bonne idée, on peut tester quand on se dit est-ce que mon périnée n'est bon ou pas, hein, on met deux doigts puis on serre. Ça serre vraiment bien. On arrive à ressortir quand même, mais ça peut serrer pas mal quand même. Donc en gros, est-ce qu'il y a des sports à éviter ou des sports délétères finalement? Ou encore une fois, enfin voilà, ma question, je ne sais pas si elle était vraiment très claire, c'est est-ce que le sport peut abîmer le périnée ou est-ce que c'est juste le fait de faire du sport sur un périnée abîmé qui abîme encore plus? Oui. Les deux, en général, les deux. Okay. Un sport, je veux dire, si on fait vraiment de l'haltéro, je pense que les haltérophiles n'ont pas forcément un bon périnée. Hein, ça va vraiment beaucoup pousser là-dessus. Hein. Ouais. Donc, surtout avec la position qu'ils ont. Avec la position en plus, exactement. C'est vrai qu'il y a des sports qui seront contre-indiqués dans un périnée qui est vraiment déjà bien affaissé, avec en plus une incontinence urinaire d'effort par ce fameux défaut de transmission. Okay. Là, il ne faut pas pousser sur ses abdos, hein, ça c'est clair. D'accord, ok. Et du coup, est-ce qu'il faut éduquer les petites filles? Oh, je crois que les petites filles, c'est un petit peu tôt. Alors, c'est récent, ça, hein, comme question. Ouais. Je l'ai eu il y a quelques semaines. Pour la première fois, j'ai une de mes patientes qui me dit qu'est-ce que je dois dire à ma petite fille? Parce que moi, j'ai ma fille, elle court dans tous les sens en permanence. Oui. Elle adore l'athlétisme, le foot. Donc, je me dis, bon. Non, alors, je pense que les petites filles, il faut éviter déjà la constipation et leur apprendre à aller à la selle comme il faut en poussant derrière. Parce que ça, c'est quand même un défaut qu'on peut prendre assez facilement, de tout pousser vers le bas. Ensuite, vraiment, on n'a pas d'insuffisance du périnée chez la petite fille. D'accord, ok. Non, donc, c'est vraiment après les grossesses, quoi. Hein. Voilà, c'est vraiment après les grossesses. C'est le bon moment d'en parler. Donc, en gros, pour travailler son périnée, donc on a vu, il y a ces espèces de boules qui existent ou de sondes ou aller chez, bien sûr, son professionnel de santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux? Est-ce qu'on est obligé de passer par tout ce qui est sonde ou boule de geisha ou il y a quoi? Les œufs de yoni? Les œufs de yoni. Alors, il y a différentes méthodes. On a déjà les méthodes manuelles. Les méthodes manuelles, ça évidemment, ça se fait forcément avec un professionnel de santé, avec de la visualisation, avec des exercices à faire. Donc, c'est une première méthode. Deuxième méthode, ce sont des objets inertes, alors que ce soit les boules de geisha, les œufs de yoni, il y a aussi des dispositifs médicaux hein, qui sont juste inertes, qui ont un certain poids qu'on met dans le vagin, et le périnée, pour que ça ne tombe pas, automatiquement va contracter. Donc là, il va faire un travail, comme disent les cyclistes, à l'insu de leur son plein gré. Donc, oui, ça c'est c'est pour soutenir. C'est le réflexe. Voilà, c'est réflexe. Hein. Donc là, il va travailler tout seul. Ça, c'est déjà pas mal. Tout le monde ne peut pas ou ne veut pas mettre forcément quelque chose dans son vagin. Alors, il y a les sondes. Tout de suite, pour les... Alors, c'est vrai que ça ne concerne peut-être pas tellement celles qui nous regardent, mais il y a des femmes très âgées qui ne peuvent pas mettre de sonde. Et là, on a des espèces de culottes qui, par le principe de l'électrostimulation, donc des petites impulsions électriques, vont quand même muscler ce périnée. Et alors, on a les sondes. Les sondes, on en a deux sortes. On a les sondes avec électrostimulation, donc bah, c'est comme ce qu'on peut mettre sur les abdos, hein, là, qui fait des trucs comme ça, mais l'électrostimulation toute seule, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que ça ne t'apprend pas à commander. Ouais. Bah, ouais, ça ne t'apprend pas à commander. Alors, par contre, c'est la seule chose que je puisse faire chez ces femmes qui n'ont aucune commande. Eh oui, ça réveille finalement les zones. Elles ne vont pas forcément intégrer la commande pour serrer, mais au moins ça va muscler passivement leur périnée. Et il y a tout ce qui est le biofeedback, c'est-à-dire que je vois comment contracte mon muscle, je le fais contracter, on me renvoie l'information, c'était bien, c'était long. Ensuite, j'ai tout un programme, et ça peut se faire avec les sondes connectées. Ouais. Ça peut se faire aussi chez les professionnels où on voit la courbe, on voit la progression. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Ouais, moi, j'en ai une aussi, vraiment. Enfin, je trouve ça incroyablement intéressant, quoi. Et surtout sur les... Ça permet de contracter longtemps et ensuite de faire les alternances de contraction. Donc vraiment, on apprend à s'en servir. Oui. Quoi. Et puis c'est vraiment, enfin c'est sondes qui sont en plus ludiques. Moi, j'ai vu vraiment la différence. Avant, il n'y avait que les sondes avec l'électrostimulation. Puis quand je revoyais mes patientes quelques mois après, vous avez fait vos exercices, peut-être pas quoi. Alors qu'avec une sonde plus ludique, tu as envie de t'y remettre. Okay. Et ce qui est intéressant dans ces sondes, c'est que ça correspond aux situations de la vie courante. C'est-à-dire que tu as effectivement les petites contractions rapides, hein, comme tir de fléchette, là, tu contractes. Hein, tu as les contractions en résistance,
Donc, il faut serrer le plus fort possible. Ouais. Et puis, tu as l'endurance. Tu serres le plus longtemps possible. Et ça, c'est vraiment bien parce que je dirais que c'est le même esprit que l'entraînement sportif. Ouais, parce tout que à fait. C'est un muscle comme un autre. Un muscle qu'on apprend à rééduquer, à contracter. Est-ce qu'il y a un risque de périnée trop musclé, hypertonique? Oui. Alors, le périnée hypertonique, il n'est pas en lui-même trop musclé. C'est le problème du vaginisme. Le problème du vaginisme, ce n'est pas quelque chose de rare. C'est des femmes qui ont une contracture, c'est-à-dire très très fort, réflexe. Dès qu'on essaye d'approcher, de toucher un petit peu, et toute pénétration est impossible. Alors évidemment pour un rapport sexuel, mais jamais de tampon, jamais un doigt, pas un examen gynécologique. Donc ce n'est pas le périnée qui a un problème, c'est la commande là. C'est-à-dire que là aussi il y a un problème de commande. Donc on a un réflexe, on effleure, ça se ferme comme une huître. Elle a beau être de très bonne volonté, la femme, elle ne peut pas relâcher son périnée. Et donc là, il faut faire toute une rééducation dans l'autre sens. Maintenant, des périnées, j'ai vu par exemple chez des femmes qui faisaient beaucoup d'escalade. Elles ont un périnée vachement tonique, ces femmes-là. Et là, au moment de l'accouchement, ça fait quand même une résistance pour la tête du bébé. Hein. Donc, il faut apprendre à le relâcher, mais même relâcher, quand il est bien épais, ça résiste un petit peu au moment de l'accouchement. Ouais. Moi, on m'a même dit aussi, parce que comme j'étais très sportive, maman enceinte sportive, que parfois, de faire trop de sport, alors, caisson abdominale et périnée, ça empêchait le bébé de se retourner. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit évalué. Alors, il est vrai qu'un utérus, surtout pour un premier, un utérus qui est très tonique, si le bébé est en siège assez tôt, il va avoir du mal à se retourner parce qu'il lui faut quand même un petit peu d'espace par rapport à ça. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment un risque. Non, ce n'est pas démontré. J'ai fait il y a très longtemps ma thèse sur le siège et le fait de faire du sport n'est pas un facteur de risque d'avoir plus de sièges. Ok, bon, tant mieux. Comme ça, c'est encore mieux de faire du sport quand on est enceinte. Le fait d'assouplir son périnée pendant la grossesse, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas essentiel. Hein. Il y a vraiment des études contradictoires. Est-ce qu'on aura moins d'épisiotomie ou de déchirure si on a massé? Ce n'est pas à démontrer. Il y a des huiles qui sont spécifiques pour ça, qui existent. Il y a des sages-femmes qui le proposent. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'en fait, la femme va se familiariser avec son périnée. Et elle va se rendre compte qu'elle peut le contracter, qu'elle peut le relâcher, de savoir relâcher son périnée et surtout d'en faire un ami, quelque part. Ça peut être utile au moment de l'accouchement. Après, bon, la position de massage, et pas, surtout avec le ventre. Ouais, il faut être un peu souple. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas je vous laisse tester, moi j'ai fini avec mes enfants. Donc les méthodes de rééducation, on en a parlé. Et ensuite, donc, toutes ces histoires de sondes, etc., est-ce que c'est à vie qu'il faudrait les utiliser? Ou en tout cas, voilà, la contraction du périnée, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut un peu y penser tout le temps? Comme on se brosse les dents ou comme on entretient physiquement son corps? Déjà, je pense que quand on est sportif, quand on fait du sport, on ne peut pas faire l'économie de son périnée. On ne peut pas faire du sport sans penser à son périnée. Ça, c'est vraiment déjà une première chose. Ensuite, il y a des âges de la vie. Je crois jusqu'à 50 ans, là, on peut faire effectivement de la prévention par rapport à l'incontinence urinaire, au prolapsus, etc. Ensuite, on a toute la tranche 50 et après. La période de la rééducation, elle est toujours extrêmement importante, mais souvent, il faut passer à autre chose, la chirurgie, ça c'est possible. Et ensuite, les femmes d'un certain âge peuvent toujours travailler leur périnée, mais étonnamment, les problèmes d'incontinence urinaire, ça se stabilise vers 65 ans. Les incontinences urinaires pour des problèmes de périnée descendent, pas pour les autres raisons de perte de mémoire, etc. C'est une fatalité ou pas? Parce que est-ce qu'on est tout obligé d'être concerné par l'incontinence urinaire ou un prolapsus à 65 ans? Non, non. Heureusement, j'ai bientôt 65 ans. Oui, voilà, ça me rassure. Rassure-moi. Non, c'est vrai que des femmes peut-être très âgées ont un petit peu d'incontinence urinaire, mais après 80 ans. Ok, donc on n'est pas obligé de passer par là, les couches à 65 ans. De toute façon, les couches, c'est inimaginable avant d'être complètement gravataire dans un EHPAD. Il n'est pas question de se contenter de couches. Ça, c'est un vrai tabou, ça. C'est un vrai tabou. Et ça commence par le protège-slip. Parce que je vois des femmes jeunes qui ont peur d'une petite goutte et qui commencent au protège-slip. Ça, c'est vraiment à éviter. Non pas que protège-slip, ce soit l'horreur, mais ça veut dire je ne fais rien d'autre que ça. Alors qu'il y a vraiment d'autres choses à faire avant. Non, mais c'est bien, qu'on en parle. Parce que, c'est vrai qu'en plus, avec les pubs, on a l'impression que c'est tellement normal d'avoir plus de 50 ans et d'avoir ces protections pour... Non, moi, je trouve ça honnêtement scandaleux. Je trouve scandaleux qu'on puisse proposer à une femme après 50 ans de mettre des couches. C'est sûr, certain qu'on a toujours une autre solution. Toujours. Ça nous rassure énormément, ça. C'est bien. Voilà. On va reprendre ce milieu d'interview là et le balancer placardé partout.
Une dernière question sur le périnée et ensuite on va parler au sport et au cycle. Le fait d'avoir un périnée peu ou pas assez musclé, en termes de sexologie, on est clair, ça a un effet. On va dire ça participe un peu, mais ce n'est pas primordial. D'accord. Il y a quand même le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Hein. Ouais. Lâcher prise. Oui, c'est ça, savoir lâcher prise. Et puis bon, on n'est pas tout seul non plus. Hein. Il y en a qui sont plus doués que d'autres pour nous faire du bien. Je crois qu'il faut le dire aussi, c'est pas tout seul. Changer de partenaire. Ah non, j'ai pas dit forcément changer de partenaire, mais il faut savoir que c'est quand même une double responsabilité cette affaire-là. Souvent les femmes disent ah bah ouais, on n'arrive pas. Bah attends, on est deux ma belle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'elle fait. Ou qu'elle fait, exactement. Très bien. Donc après avoir parlé du périnée de façon, voilà, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, j'ai pas mal de questions, Odile, autour du sport, des règles, du cycle hormonal. Donc voilà, si on peut faire un petit tac au tac comme ça. Est-ce qu'on peut faire du sport quand on a ces règles? Évidemment, on peut faire du sport toujours, quand on veut, si on le sent, si on a envie. On n'est pas obligé. Ouais. Et est-ce que le sport peut diminuer les douleurs de règles? Alors, le sport peut diminuer les douleurs de règles, ne serait-ce que parce qu'il y a un dérivatif. Ce qui est démontré, en revanche, c'est que le sport fait partie des premières recommandations dans le syndrome prémenstruel, en particulier dans le fameux trouble dysphorique prémenstruel, quelque chose d'assez rare, mais où les femmes sont vraiment psychiquement très très mal. Elles ne peuvent pas travailler, elles n'ont plus d'interaction sociale et tout ça. Et le sport a montré que ça faisait partie des choses qu'on pouvait proposer, en plus d'autres traitements. En prémenstruel. En prémenstruel. Pas pendant les douleurs de règles. Okay. Pas pendant les douleurs de règles. Mais plié en deux par les douleurs de règles, c'est sûr qu'on aura du mal. À ce moment-là, on se coucoune un peu, on se met une bouillotte, on prend les médicaments qui vont bien. Et surtout, ce n'est pas une fatalité d'avoir mal au moment de ses règles. Ah oui, tout à fait. Surtout pas. Il ne faut pas que ça empêche de faire ce qu'on a envie de faire ce jour-là. Si on a un désir d'enfant et qu'on fait du sport, même de façon assez intense, par exemple on prépare une course ou quelque chose, est-ce que ça peut limiter la fertilité? Dans les excès, oui, c'est-à-dire que par exemple les marathoniennes ou des danseuses qui dansent beaucoup, qui ont peu de masse grasse, elles vont se retrouver sans règles. Donc elles ovulent pas. C'est plus une question de masse grasse en fait. Oui, c'est une question de masse grasse. Et plus que de sport. Plus que de sport. Mais plus on fait de sport, moins on aura de masse grasse, c'est clair. Et pourquoi? Parce que pour fabriquer des œstrogènes, donc ces fameux stéroïdes, il faut du cholestérol. Et le cholestérol, on l'a dans la masse grasse. D'accord, ok. Quand on a des cycles, donc pas sous contraception hormonale, mais quand on a des cycles naturels, parfois, moi je le constate pour moi, parce que je suis dans ce cas-là, mais aussi pour beaucoup des personnes qui nous contactent, il y a des niveaux de forme, des baisses de forme. Est-ce qu'il faut les respecter ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt continuer comme d'habitude? Je crois qu'il faut s'écouter, ça c'est important. C'est vrai qu'en prémenstruel, on a tendance à plus s'enfermer sur soi-même. On sait aussi que c'est une période où les incontinences urinaires pour des raisons hormonales sont un peu plus importantes avant les règles. Ça, je l'ai souvent constaté aussi. Et d'un autre côté, c'est là qu'il faudrait faire plus de sport pour mieux le vivre. Donc c'est vraiment chacune qui va voir comment elle le sent. Période ovulatoire, là on est bien, on pète la forme. Si ce n'est que certaines ont une ovulation douloureuse. Ovulation douloureuse, c'est l'ovulation, c'est un petit kyste qui va éclater et il y a du liquide qui va tomber dans le pelvis. Et là, si tu fais du trampoline, du saut à la corde, tu risques d'avoir un peu mal. C'est pas grave en soi, mais c'est quand même un peu désagréable. Ok. Et donc, si on a un désir d'enfant et qu'on fait du sport et qu'on ne sait pas si on est déjà en début de grossesse ou pas, forcément, il y a toujours ces moments où tu es un peu dans l'attente. Est-ce que le fait de faire du sport peut favoriser des fausses couches ou pas? Ah non, pas du tout. Alors, le mécanisme des fausses couches, c'est pas justement mécanique. Les fausses couches, c'est une grossesse qui, dès le tout début, a mal commencé. Parce que le début de grossesse, la fécondation, il y a un échange pas possible de gènes, de chromosomes, enfin, c'est un bazar pas possible. Et là, il y a souvent un petit grain de sable dans la mécanique. Donc, la grossesse commence un petit peu, elle va s'arrêter. Et c'est microscopique de toute façon. Oui, c'est microscopique et ça se passe au moment, à l'instant T de la fécondation. Ensuite, de toute façon, les 15 premiers jours de grossesse, on appelle ça la loi du tout ou rien, ça passe ou ça casse. Donc, on peut faire tout le sport qu'on veut, alors qu'on ne sait même pas encore. Même plongée. Alors, tout au début de grossesse, les 15 premiers jours, quand on ne sait pas qu'on est enceinte, oui. Ensuite, c'est vrai que la plongée sous-marine reste la contre-indication, effectivement, le sport. Alors, quels sont les sports qui sont contre-indiqués pendant la grossesse? Effectivement, donc la plongée sous-marine. Et une fois que l'utérus est abdominal, donc s'il peut recevoir un coup directement, par exemple l'équitation, alors bon, on ne tombe pas à chaque fois de son cheval, c'est vrai. Risque de chute. Voilà, risque de chute, risque de coup dans le ventre, il faudrait être prudent.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que toi, tu constates dans ta patientèle sur le sport, les règles? Oui, alors par exemple, si on reparle quand même encore de fertilité, il y a le cas inverse. On a les femmes qui, parce qu'elles ont du surpoids, elles ont souvent ce fameux syndrome des ovaires polykystiques, hein, et elles vont avoir des règles rares. Hein, elles ont leurs règles 2-3 fois par an. Et on sait que ces femmes qui ont ce qu'on appelle un hyperinsulinisme aussi, si elles font du sport, qu'elles régulent leur alimentation, en particulier si elles suppriment le sucre, qu'elles retrouvent un poids normal, eh ben, elles vont ovuler, elles vont regagner de la fertilité. Ça, c'est l'excès inverse. Et donc là, le sport ne pourra être que bénéfique, associé évidemment aux consignes alimentaires. D'accord. Et moi, j'ai une dernière question qui va te paraître peut-être un peu comme ça random, mais en yoga, on dit très souvent qu'il ne faut pas faire d'inversion, genre d'équilibre, quand on est en lune rouge, donc en gros quand on a ses règles. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi j'ai la réponse, mais bon, je préfère que ce soit toi qui non, la réponse est largement non. Hein. Les règles, c'est vrai que ça fait assez un fantasme. Les femmes pensent parfois que l'utérus se remplit de sang, boum, pendant le mois, et puis tout le monde s'écoule. Donc si tu fais demi-tour, tu as le sang qui va venir à la tête. Non, pas du tout. Ouais. Les règles, il n'y a pas du tout d'accumulation de sang, c'est l'utérus qui lui-même va saigner. Donc ça n'a rien à voir avec la force de gravité. Hein. On peut marcher sur la tête et continuer à avoir ses règles, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. C'est bien, c'était rassurant et c'était fun aussi. J'espère que cette interview vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez-nous des pouces sous la vidéo et aussi commentez et racontez, vous, votre relation entre le sport, les grossesses, les fuites urinaires, le périnée, comment est-ce que ça s'est passé pour vous. Je trouve que c'est toujours intéressant en fait, d'avoir la communauté qui échange. On apprend beaucoup en fait, des autres, des expériences des autres. Je trouve que voilà, plus on en parle et plus c'est facile aussi d'en parler et d'aller trouver des solutions. Merci beaucoup Odile, tu as écrit beaucoup de livres, donc voilà, il y a une pléthore de livres qu'on peut lire à ton sujet. Il y en a peut-être un prochain en préparation? Pas encore. J'y pense. D'accord. À me refaire un petit Dicodéna là qui est plus édité, là, pour refaire un peu le tour, parce que les choses ont beaucoup évolué en 10 ans. C'est vrai. Donc c'est peut-être bien de refaire un petit peu le point. Mais merci infiniment d'être passé par chez nous et on te souhaite surtout de continuer à pratiquer longtemps, de ne pas prendre ta retraite trop vite, parce que des bons gynécos, il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà, il faut qu'ils restent. Je reste. En tout cas, c'était un vrai plaisir de venir papoter avec toi. Et puis, j'espère surtout que ça va être utile à toutes ces femmes qui se posent des questions sur leur périnée. C'est sûr que ce sera le cas. Merci beaucoup, salut!